Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonne notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Bonjour à tous et à tous. Donc, dans cet épisode de Résonance, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle, donc une femme aux multiples talents et aux passions inspirantes, Natacha Dumont-Carey, donc ergothérapeute spécialisée en santé mentale et professeure de yoga, actuellement enceinte d'ailleurs. Natacha est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui la rencontrent. Émerveillée par la nature et les petits bonheurs du quotidien, elle partage avec nous son parcours unique et sa profonde connexion avec le monde naturel aujourd'hui. Bonjour Natacha, comment vas-tu? Allô Flore, ça va très bien, puis toi? Ben super, vraiment très heureuse de t'accueillir ici, puis vraiment très hâte que les gens fassent connaissance avec toi. Natacha, en fait, sera une des collaboratrices du programme Résonance saisonnière, le programme d'accompagnement qui se base sur le fil des saisons, sur le cycle des saisons. Et on avait envie aujourd'hui de se prêter au jeu donc du podcast avec Natacha pour que vous puissiez faire connaissance avec elle. Natacha, aujourd'hui, donc, on va parler de un peu de ta profession. Qu'est-ce que c'est d'être ergothérapeute spécialisée en santé mentale, puis yoga aussi, et surtout ce lien que tu as avec la nature. On en a déjà beaucoup échangé, toi et moi, mais c'est ça, moi je suis très excitée à l'idée d'en parler pour nos auditeurs. Avant de plonger plus sur tout l'aspect nature, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ta profession ergothérapeute. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire de l'ergothérapie? Et après ça, pourquoi en santé mentale? Oui, toujours une excellente question. Donc, en ergothérapie, ce qui m'a amené là, c'est la vie, en fait, a tracé le chemin. Là. C'était pas quelque chose que je considérais, au contraire, même si ça a été quelque chose qui a souvent été par les intervenants d'orientation, là, de carrière. Là. Ils me disaient, ergothérapeute, ça pourrait être bien. Puis moi, j'étais comme, non, je vais être physiothérapeute dans le sport, dans l'action. Mais à la fois, j'avais un grand côté au niveau de la psychologie que ça m'intéressait. J'étais toujours fascinée par le cerveau humain, le fonctionnement humain. Puis, donc, par défaut, j'ai été acceptée à l'université en ergothérapie et j'ai découvert vraiment cette merveilleuse profession qu'il y a autant côté physique que psychologique, mental, émotionnel et même spirituel. Et donc là, je suis vraiment comblée avec toutes ces dimensions-là que je mets de l'avant justement dans ma pratique. Oui, vraiment, ça me parle beaucoup, en fait, notamment ce lien corps-esprit. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment est-ce que tu combines soutenir le mental et en même temps soutenir le corps? Mm-hmm. Oui, mais ça a commencé parce que justement, j'ai commencé ma pratique au public, là, à la réadaptation physique auprès des personnes qui ont subi un traumatisme crânien. Puis c'était très axé sur cette réadaptation physique. Mais par contre, excusez-moi, donc, je voyais vraiment qu'il y avait un lien entre leur réadaptation physique et leur santé mentale. Puis que je ne pouvais pas distinguer l'un de l'autre, que je devais concilier dans mon approche un peu plus, avoir une approche vraiment holistique, comme l'ergothérapie nous le permet. C'est une profession holistique où on considère vraiment la personne dans son entièreté. Mais je trouvais que notre approche était quand même pas très entière finalement. Et fait que ça m'a fait découvrir un petit peu plus, ou du moins c'est là que j'ai débuté une pratique où j'ai intégré un petit peu plus de gratitude, de pleine conscience, mais plutôt intuitive, où que j'ai invité les clients, en fait, les patients à réapprendre à se redécouvrir, parce que quand du jour au lendemain, tu te réveilles puis que tu n'as plus les mêmes capacités, tu as beaucoup de deuil à faire. Mais finalement, c'est un phénomène qui se passe, que je vois que c'est un peu le même processus, des fois, suite à un épuisement professionnel. Donc, qu'il n'y a pas une blessure physique, mais que le processus de rétablissement peut être le même. Donc,
Donc, c'est ça. Donc, pour moi, ça a été rapide quand même dans ma pratique que je voyais le lien entre les deux. Puis après ça, je savais pas tout à fait comment l'exploiter vraiment, pleinement. C'est là que j'ai découvert finalement dans ma vie privée le yoga qui m'a vraiment inspirée, que j'ai fait une première formation professorale en voyage pour moi, pour le plaisir, juste parce que je me suis dit, ben regarde, j'étais dans un long voyage, j'avais le temps. Je me suis dit, ben pourquoi pas, faut voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et que j'ai découvert à quel point que c'était aussi une approche très holistique, qui avait un modèle très similaire à l'ergothérapie. Et donc là, j'ai compris que je devais l'intégrer, en fait, dans ma pratique professionnelle autant que personnelle. Puis, par la suite, j'ai fait une autre formation au Québec pour vraiment l'approfondir, me l'approprier, puis pour me sentir... en fait, combattre le sentiment de l'imposteur dans tout ça, mais vraiment, c'est ça, vraiment bien me l'approprier, puis voir comment pousser cette pratique-là et inspirer les ergothérapeutes également à le faire. Wow. C'est vrai que moi, ce qui m'a amené à toi, en fait, c'est, je me souviens d'avoir vu d'être tombée sur des sessions de méditation dans des champs de fleurs. En tout cas, on te voit. Je me souviens que les visuels, c'est toi je pense, dans une ferme de fleurs. En tout cas, quelque chose de très doux, très beau, très fleuri, très printanier. Et me semble que c'était pleine conscience et yoga ou yoga, je ne sais plus exactement, mais de mon bord, c'est ce qui a cliqué puis qui a fait que oh my god, j'adorerais travailler avec Natacha. Puis aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer sur le programme d'accompagnement, effectivement en résonance avec les saisons. Puis alors j'avais comme je voyais comme je me suis dit mon Dieu, elle a l'air tellement bien en pleine nature. Puis donc là tu parles de yoga, donc puis de méditation aussi. Puis justement ma question c'est ce lien à la nature, d'où il part, d'où il vient, et comment tu en es arrivé à effectivement combiner ta pratique professionnelle ergo avec effectivement un champ plus holistique. Ouais, une grande question. Il y a un premier, tu sais, des fois on vit des événements dans notre vie où on se rend compte, j'ai pas le terme là en français, tu pourrais m'aider là, mais tu sais, il y avait comme un pain point. J'avais comme un point de douleur dans ma pratique où je me sentais limitée. Comme je disais que c'était très divisé, la santé physique versus la santé mentale, alors que moi, je voyais pas pourquoi on faisait une distinction. Je voyais vraiment la personne dans son entièreté, surtout pour avoir des résultats durables. Et donc, j'étais tannée de me sentir justement divisée entre deux champs de pratique. Je sentais vraiment cette division-là. Et donc voilà, mais ce qui m'a vraiment amenée à me connecter finalement, c'est justement à combiner toutes ces différentes parties-là de moi. Comme tu l'as dit, oui, tu m'as vu faire du yoga et de la méditation dans un champ d'autocueillette de fleurs parce que j'avais cette opportunité-là, une collaboratrice qui, elle, ouvrait sa ferme florale d'autocueillette et je me suis dit, pourquoi pas combiner? C'est ça, dans le fond, que le yoga m'a apporté, c'est combiner l'union de tout, peu importe de quoi, en fait. Moi, ça a été le champ de fleurs et le yoga, ou le yoga et l'ergothérapie, et tout ça, finalement, ensemble également. Mais c'est ça, donc, tout ça pour revenir à comment est-ce que l'union, puis pour se sentir entier, c'est vraiment une des clés, finalement. L'union, ça me parle beaucoup là. J'allais te poser la question, c'est quoi les bénéfices spécifiques que tu observes chez tes patients, tes clients, grâce à l'intégration justement du yoga ou de la pleine conscience, puis de le faire en nature, de choisir en fait de le faire en nature. Mais oui, tu as déjà un peu répondu déjà. Le fait de créer cette union, de ce que je comprends, ça permet de mieux soutenir le patient. Oui, exact. Mais de se sentir en harmonie. Puis là, quand on intègre la nature, c'est que c'est déjà la nature, elle a tous les bénéfices de se co-réguler finalement. Ça nous aide au niveau de notre système nerveux quand il fait, comme aujourd'hui, il fait super beau, gros soleil, on a le goût d'être dehors, alors que d'autres journées qui va faire moins beau, que ça va nous affecter, qu'on s'en rende compte ou pas. Mais
il y a une influence de notre environnement, en fait. Puis c'est ça aussi que l'ergothérapie a fait. Donc, on analyse l'influence de l'environnement pour le fonctionnement de la personne dans son quotidien. Et donc, par contre, ce que j'en comprends aussi, c'est que plus que j'arrive à mieux me comprendre moi, plus que j'apprends à me connaître et à m'aimer, plus que j'arrive à mieux redonner à mes clients. Et c'est ce que vraiment le cheminement du yoga m'a amené aussi à approfondir cette connaissance-là de moi. C'est très cliché, très quétaine, mais j'ai vraiment, plus que j'ai cheminé vers moi, plus que je me suis retrouvée, que j'ai appris à me connaître, à m'aimer, mais plus que de ce point-là, j'arrive à donner en abondance, avec générosité aux autres, puis que ça vient naturellement, c'est sans effort et c'est payant. C'est magnifique parce que ça parle beaucoup du lien qui s'articule entre nous et l'extérieur, entre son intérieur et l'extérieur et l'environnement donc, et qu'à quelque part il y a une certaine interdépendance entre soi et l'autre finalement. Et si je comprends bien, c'est là-dedans que finalement il y a un équilibre qui se crée. Natacha, si j'avais à te demander, y a-tu eu en fait une expérience un peu plus profonde qu'une autre peut-être, ou un coup de cœur en lien avec la nature qui aurait fait que tu t'es dit « Oh, là-dedans je me sens bien », puis ça a fait ressortir certaines choses, ou j'ai appris des leçons, ou ça a transformé ma perception aussi du lien humain-nature. Est-ce qu'il y a eu des expériences comme ça, puisque moi je te vois encore méditer dans les champs, mais il y a peut-être autre chose, hein? Je ne fais pas que ça, mais ça m'arrive, oui. Tout à fait. J'ai eu, moi, la chance dans mon parcours à beaucoup voyager, en fait. C'est beaucoup à travers mes voyages de jeunesse que j'ai voyagé seule en backpacking. Et c'est là que ça m'a amenée à faire face vraiment à moi. Parce que là, quand tu es seule, puis j'aimais ça aller à l'autre bout du monde, dans le sens où, parce que j'avais la liberté, puis c'est ça, c'était mon choix, de profiter justement d'un plus long temps de vacances pour faire connaissance avec moi-même. Et comme à l'autre bout du monde, j'avais pas de référent. Tu sais, tu n'as pas les mêmes référents, tu n'as pas ta famille à côté, tu n'as pas tes amis qui te connaissent sous un certain nom, une certaine personnalité ou certains tags qu'on se met, veut pas, des amis d'enfance, dans lesquels ils nous perçoivent puis ils se rappellent de nous d'une certaine manière, alors que quand on voyage seul, on voyage jamais vraiment seul. En fait, on découvre, on rencontre tellement de monde, même plus. Des fois, c'est même étourdissant. Et donc, c'est dans ces voyages-là que j'ai vraiment pu apprendre à me découvrir de par la neutralité justement de l'environnement, ou le fait de devoir prendre soin de moi et étant seule et comme femme, hein, on doit faire attention à notre sécurité, et donc d'être plus en contact avec mon intuition. Et en étant plus en contact avec mon intuition, puis j'avais peur, hein, au début j'avais peur, c'est sûr, parce que tu te dis, il se passait tellement de choses dans ma tête, puis si j'ai de la misère à faire des choix, c'était vraiment un challenge, mais si jamais mes choix, j'ai de la misère à choisir en droite puis gauche qui va trancher, tu sais. Il n'y a que moi pour trancher, mais si jamais j'ai de la misère. Et finalement, j'ai réalisé que c'est vraiment plus simple seul, parce que finalement, tu fais juste suivre justement une intuition. Tu vas à droite et si finalement tu t'es trompé, tu vas à gauche. Puis c'est pas plus compliqué. C'est simple. C'est vrai que le fait d'être dans un environnement qui est pas le nôtre, puis donc ça nous fait un peu sortir de notre zone de confort. Il y a un peu comme d'un côté il y a un système un peu d'alarme, un peu différent, mettons, qui se met en place quand même, où ton instinct en fait et ton intuition rentrent en compte dans ta prise de décision. C'est vrai. En tout cas, ça fait vraiment rebond sur des expériences que j'ai eues à l'étranger. Puis, je sais pas toi, mais moi, j'ai appris en faisant des erreurs en voyage aussi. Au début de ma vingtaine, avec des expériences de vol de papier, de passeport, 3 jours avant de prendre l'avion. Puis, mon Dieu, alors que si j'avais été peut-être... je pense que je me souciais pas j'imaginais pas que ça pouvait m'arriver, mettons. Et puis, alors qu'aujourd'hui, je me dis, avec un peu plus de prévoyance, ceci aurait pu être évité. Puis aujourd'hui, clairement, j'ai appris de mes erreurs, là. Mais oui, en tout cas, c'était juste pour rebondir sur le fait que
Je pense que l'instinct puis l'intuition se travaillent aussi au fil des expériences, un peu sur l'essai-erreur comme ça, mais que ouais, effectivement, ça permet vraiment de se rapprocher de soi en fait, effectivement. Exact. Puis en étant plus connectée, en fait, en faisant des plus longs voyages. Puis moi, j'étais une passionnée de surf, d'eau, d'île, de plongée aussi, plongée en apnée, mais plongée sous-marine. Donc, mes voyages avaient toujours un peu cette thématique-là. Et c'est à travers mes voyages que souvent le surf, c'est surf et yoga, qu'il y avait des semaines de camp surf. Et c'est là que j'ai vraiment eu cette immersion-là, ces expériences-là très profondes du yoga qui venaient en complémentarité avec autre chose, donc avec le surf par exemple, parce que à surfer 2-3 fois par jour, ça prend pas beaucoup de fois que tu as les bras en compote. Donc ça te prend quand même des bons exercices là, pour garder l'équilibre et survivre à travers la semaine. Mais j'ai vraiment, c'est ça. Donc, et j'ai eu des bons professeurs de surf, en fait, puisque un voyage en surf que j'étais au Costa Rica qui nous amenait beaucoup dans la connexion au cycle de la nature. Et donc, cette personne-là nous amenait à reconnaître, puis il était très spirituel aussi. Donc, tu sais, déjà, c'est ça, j'ai été amenée à me connecter à quelqu'un de spirituel, de connecter au cycle de la nature. Puisque le surf, pour avoir les meilleures conditions, ça doit être le matin. Tu dois te lever tôt. Puis ça, je le savais même depuis que j'avais 10 ans. En fait, je me rappelais que j'avais fait mes premières séances de surf en Californie avec un cousin de la famille qui vit là-bas. Et c'est ça, mais c'est vraiment le matin à 5 heures du matin, 5-6 heures, que quand tu te lèves, quand le soleil se lève plutôt, l'eau devient toute glacée, donc en miroir en fait, quand les conditions sont idéales. Et en plus, tu as comme la magie de voir le soleil qui se lève. Il y a comme une énergie spéciale du matin où que, les couleurs qui apparaissent. Les gens sont encore endormis, tu sais, il y a peu de gens réveillés là, donc il y a beaucoup de place à une énergie vraiment particulière que je vais appeler de la magie vraiment, de connexion à plus grand que soi. Et donc c'est à travers j'ai jamais été une lève-tôt, mais c'est le surf qui me faisait lever tôt, puis une fois que t'es dans l'eau, comme better be wake up, t'es mieux d'être réveillé parce que tu vas la manger en pleine face. Donc, et à la fois c'était le rêve, je vivais le rêve chaque fois que j'étais au lever du soleil sur l'eau, sur ma planche, à attraper des vagues ou à ne pas les attraper parce que c'est beaucoup de travail aussi. Et donc, apprendre que, oui, il y a le lever du soleil, que tu as les meilleures conditions. Et il y a aussi la lune qui vient jouer beaucoup sur l'influence donc de la marée haute, la marée basse qui viennent affecter ou qui influencent les qualités des vagues, donc selon où est-ce que tu es, selon le spot de surf, donc tu vas choisir les marées. Donc tout ça m'éveillait un peu à « Oh, OK, ouais, la lune, c'est comme quelque chose qu'on n'en parlait pas tant, ou du moins moi j'avais pas tant pensé de l'influence de la lune, tu la vois qu'elle croît, qu'elle est en croissance, décroissance, pleine lune, nouvelle lune, mais encore. Et donc oui, c'est ça, donc l'eau que la lune qui a une grande influence sur les marées. Donc, à marée haute, à la pleine lune, c'est les plus grosses marées, alors que la marée basse, à la pleine lune, c'est aussi l'eau qui se retire complètement. C'est fascinant de voir ce changement-là. Oui, le coefficient devient effectivement plus grand. Oui, effectivement. Et est-ce que tu as déjà surfé en Bretagne à tout hasard? Non, malheureusement. Bon, t'es la bienvenue alors. Je sais qu'il y a une petite gang de surfeuses du Finistère qui écouteront clairement ce podcast. Je les vois déjà en train de m'écrire « Ah, Natacha est la bienvenue sur nos plages ». Ah, super, parce que ça me ferait vraiment plaisir de surfer en France puis en Bretagne encore plus, ouais. Mais oui, donc le surf apporte tellement d'enseignements sur la nature, alors qu'on pourrait penser que ce n'est qu'un sport, disons-le comme ça. Mais la connexion à l'eau aussi, comment que c'est important de respecter l'eau, que l'eau est plus forte que nous. Et j'ai eu la chance justement de faire des plus longs voyages également, ou que d'être au même endroit à tous les jours pendant 1 mois, donc justement le cycle de la lune, et de voir les changements induits
par la Lune et aussi par la météo, je veux dire, le vent, le courant, de voir qu'il y a des matins que tu peux y aller, il y a d'autres matins que tu ne peux pas y aller dans l'eau et que tu dois respecter. Et que je me rappelle que c'était au Salvador, qu'il y a un matin que, bon, j'avais l'écran tout le tour de la tête bien élevé et que je me suis dit, j'y vais no matter what, puis parce que c'est l'attitude qu'on doit avoir pour réussir, pour surfer. Et l'eau m'a rejetée juste complètement et avec humilité, j'ai accepté, mais j'ai été chanceuse parce que c'était pas un moment agréable. Donc, mais de reconnaître avec humilité cette grandeur-là. Oui, humilité, c'est vraiment le terme. Face à l'immensité de l'océan, ça me parle beaucoup aussi. J'ai notamment ma famille qui habite aujourd'hui proche de la mer, puis en Bretagne. Puis c'est vrai que c'est fou comment, en fait, dans la pratique du surf, mais aussi je dirais toute activité aquatique, on va dire, ou reliée à l'océan, c'est certain que c'est important de comprendre les conditions dans lesquelles nous sommes dans l'ici et maintenant. C'est très pleine conscience d'ailleurs. Et de faire avec, c'est-à-dire que, puis c'est vraiment intéressant parce que à quelque part, l'image qu'on a du surf, elle est très je domine la vague, on va dire, ou en tout cas, c'est le fun, oui, c'est sûr ce qu'on voit. Mais en même temps, derrière ça, moi, je pense que quand même, il faut apporter cette humilité parce que l'océan est plus grand que nous. En fait, l'élément eau est juste, c'est pas contrôlable. Oui, tu peux maîtriser la manière dont tu vas surfer la vague, mais c'est pas qu'une question de comment est-ce que tu prends la vague, c'est aussi une question de conditions, effectivement. Puis c'est de reconnaître, moi je pense avec beaucoup d'humilité, mais je ne suis rien, en fait. Je ne suis rien, mon bout de planche et moi, oui, on va faire comme on peut, c'est sûr, puis on va avoir du fun. Mais oui, respect pour ce que nous apporte l'océan, ce qu'amène l'océan. Il y a toujours à chaque fois que je vais à l'eau, je trouve qu'il y a toujours des grandes leçons d'humilité à prendre là-dedans. Puis alors moi, ce que j'adore, c'est le silence que je suis capable de créer, le silence mental, là je parle, que je suis capable de créer quand je suis sur ma planche. Tu sais, il y a plus rien d'autre que juste les conditions puis l'arrivée de la vague qui va exister. Puis je vais vraiment être capable de faire le vide autour. Puis ça fait un bien fou. Et souvent, ça m'arrive, je sais pas toi, mais ça m'est arrivé souvent de juste entre deux vagues, tu sais, juste s'asseoir sur ma planche puis de regarder scanner, je dirais en fait l'environnement puis de voir, ok, les rochers, le sable, la plage, les arbres, les oiseaux. Peut-être un phoque, en Bretagne ça arrive, hein? Peut-être un dauphin, bon ça dépend d'où on est, puis la houle qui s'en vient, la force de la vague, la puissance, on peut parler clairement. J'ai l'impression que je fais partie d'un tout et j'aime tellement cette sensation, tu sais. Mais oui, pour revenir à ton terme, humilité, effectivement. Mais tu as tellement raison, j'avais jamais vu cette expérience-là comme étant de la pleine conscience appliquée, tu sais, c'est littéralement ça parce que tu n'as pas le choix. Le surf, comme tu dis, souvent on pense à juste le moment où que tu es sur la vague alors que c'est juste le 10% du temps, même pas. Il y a vraiment se rendre au point où que tu es en sécurité. Il y a la lecture des vagues. Il y a tous ces moments-là entre les vagues. Puis là, il y a la série de vagues qui est plus loin, que tu dois te mettre encore à l'abri finalement, puis te repositionner. C'est continuellement être en pleine conscience avec son environnement. Et finalement, vraiment, l'image du surf où que tu finis par bien lire ce moment juste, de prendre ta place, être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne intention, la bonne direction et que tu montes sur ta planche et que tu surfes. C'est ça le flow state et c'est ça un peu l'idéal de vie où ce moment-là de paix, de joie, de sérénité où tu es comme dans un parce que tu surfes vraiment la vague et là tu te sens comme c'est indescriptible hein, comme feeling, c'est très satisfaisant. Oui, je me souviens dans mes tout débuts de pratique, je me souviens d'avoir dit à mon professeur de surf, mais en fait c'est pas nous qui surfons la vague, c'est la vague à quelque part qui nous porte, qui nous transporte, qui nous surfe. Enfin en tout cas comme, mais tout ça encore pour dire, on parle encore de lien
d'interdépendance entre l'humain et la nature. En l'occurrence, là, le surfeur et sa planche et l'eau. Puis, ouais, c'est magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de plaisir à prendre là-dedans. Vraiment, vraiment beaucoup. Waouh! Et j'adore cette conversation. Puis, dis-moi, Natacha, s'il y avait un enseignement de la mer, mettons, quelle leçon la mer t'a-t-elle enseigné que tu n'aurais pas pu prendre ailleurs? Ou apprendre, j'ai dit prendre, mais apprendre. Et certainement, comme je l'ai dit, il y a eu l'humilité, mais il y a aussi l'humilité, dans le sens où la deuxième fois, c'est plus... la première, c'est de reconnaître si je peux aller tu sais, si je peux entrer dans la mer, d'abord. Mais la deuxième, c'est est-ce que c'est pas le temps de me reposer? Parce que j'étais tellement focus sur surfer à tous les jours, parce qu'on a tellement peu de temps dans la vie et que je voulais être la meilleure surfeuse que je pouvais en un mois. J'avais des objectifs, puis dans l'ultra-performance, tu sais, que je suis. Et j'étais comme dans « OK, je veux surfer, je veux surfer ». Et donc, finalement, j'ai eu une petite blessure au genou pendant 3-4 jours que j'ai dû me reposer, que c'est absolument rien de dramatique, mais pendant ces 3-4 jours-là, à être dans un hamac, bon, il y a pire que ça, on va se le dire, mais ça m'a apporté à réfléchir sur justement mon intensité. Et que finalement, c'est juste, encore une fois, c'est ça, c'est la mère qui m'a dit « OK, relax, ça va. » T'as comme oublié le plaisir dans l'activité. T'étais juste concentré sur la performance, sur l'objectif, sur l'atteinte d'un résultat en tant que tel. Et t'en as oublié de le faire pour le plaisir de le faire. Tu te prenais tellement au sérieux à vouloir apprendre à faire des duck dives. Excuse. Ça pour dire que moi, j'avais cet objectif-là, mais qui m'a fait dérouter, qui m'a amené un peu comme à m'éloigner finalement de l'essence qui est d'avoir du plaisir, d'être encore là, justement, d'être dans l'union, dans l'écoute de soi, l'écoute de mon corps qui était, dans le fond, fatigué. Et donc, avec humilité, j'ai dû me retirer quelques jours parce que là, j'avais la misère à marcher. Si je pouvais, c'est ça. Mais pourquoi se rendre jusqu'à là? Oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a quelque chose de... On est quand même dans un sport très... ça crée de l'adrénaline, puis on est sur l'adrénaline. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on reste... tu sais, on est des fois, parfois focus là-dessus. Mais oui, je peux imaginer qu'un duck dive peut avoir effectivement fait en tout cas comme oh mon Dieu, ouais. Des fois il y a des jours ça va bien, il y a des jours en pratique de surf, puis même pas que pour le duck dive là, en tout cas juste prendre une vague. Des fois tu peux toi être en pleine forme puis il y a pas les bonnes conditions, puis à l'inverse il peut avoir les super conditions mais toi t'es pas en pleine forme. Puis je pense que c'est beaucoup d'acceptation, beaucoup de patience. Puis c'est vrai que là on parle, on se parle, on est dans la région de Montréal. Oui, on peut surfer en rivière, mais on n'est pas en bord de mer, donc on n'a pas accès tout le temps à ce type d'activité. Et puis que la notion de presse et de performance, je pars en voyage pour ça, puis donc il faut que j'ai du résultat entre guillemets parce que j'ai pas le temps le reste de l'année pour ce genre de pratique. Ben oui, ça peut mettre un peu on peut se mettre en fait de la pression, puis au final on n'est plus forcément à 100% juste dans le plaisir. Ceci dit, il y a du plaisir à performer, mais c'est juste aussi ça parle beaucoup de nos limites, de nos capacités à poser nos limites. Puis ça parle aussi un peu de l'ego et l'orgueil, tu sais, dans un sport comme celui-ci qui demande beaucoup d'humilité. Je pense que ça demande aussi de mettre de côté son ego puis d'accepter que ouais, il y a des fois ça marche puis il y a des fois ça marche pas. Tellement. Puis c'est ce que je vois aussi, cette importance-là chez ma clientèle. C'est ça, l'importance de mettre de côté notre ego, que parfois l'ego il est devant nous dans le désir de performance, puis parce que c'est comme ça qu'on se définit comme personne, puis qu'on pense qu'on a plus de valeur, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est juste comme ça qu'on l'a appris, qu'on se conçoit soi-même, et donc c'est de réapprendre et parfois malheureusement si on l'apprend pas soi-même par des petites leçons de vie, la vie va t'assurer de t'envoyer une grande leçon de vie d'une certaine manière, parfois par une condition médicale, un événement, un accident. Et c'est là qu'on a tout à notre manière un mur qu'on va frapper.
et que c'est pas obligé d'attendre ce mur-là, en fait, on pourrait très bien le faire avant. En tout cas, belle expérience pour effectivement imager, puis en tout cas faire le lien avec comment la nature est plus grande que nous, et puis en même temps, comment est-ce qu'on peut se lier à elle. Vraiment, vraiment chouette expérience. L'océan a bien des choses à nous apprendre. Puis même quand on pense bien le connaître, je ne crois pas. C'est que tout peut changer du tout au tout. Les vents, la météo, en fonction de l'heure, du coefficient. Bon, bref, c'est une belle leçon, l'expérience. Au bas, en tout cas, l'océan est une belle leçon. Puis vivre, expérimenter le bord de mer, c'est quelque part, c'est grandiose, je trouve. Tellement. Puis si tu me permets, Flore, d'ajouter, mais dans le fond, ce que je comprends aussi pour faire écho à résonance, donc de vivre en résonance avec la nature, c'est aussi que l'océan, justement, de par le lien avec la Lune, il y a un cycle de 1 mois. C'est facile à identifier son cycle, c'est très concret, on le voit, et on peut le mesurer. Donc, surtout quand tu dis que quand tu as la chance de vivre temporairement ou de manière plus permanente au bord de la mer, que tu peux le constater, tu es forcé de l'admettre, de le voir, alors que... mais ce que je veux ajouter, c'est qu'il n'y a pas juste l'eau. En effet, il y a tous les autres éléments qui ont leur propre cycle. Il y a le cycle de la nature plus grand, donc plus large, mais il est peut-être pas, c'est pas toujours aussi facile de le définir. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi avec le programme que tu offres, que tu nous offres, donc de voir, OK, bien dans le fond, quel est mon cycle, quels sont les cycles, ou en tout cas de se poser la question qu'il y a plusieurs cycles auxquels on peut s'arrimer, s'harmoniser pour trouver une cohérence, vivre en harmonie, pour retrouver cette union-là et ce bien-être-là qui se passe dans cette union. Ah oui, vraiment. Puis c'est vraiment, je te rejoins tellement là-dessus. Là, c'est vraiment le cœur du programme d'accompagnement Résonance saisonnière. J'aime tellement ces reflets. Puis oui, je crois que il y a des invitations en fait dans la nature, puis dans ces cycles, à toujours du renouveau, puis en même temps à lâcher prise. Puis il y a le cycle de la lune, il y a aussi la révolution solaire, puis il y a le cycle des saisons. Donc nous, on va plus travailler effectivement sur le cycle des saisons. Mais là, Natacha, j'étais en train de penser, la prochaine fois que je vais en Bretagne, je vais te ramener un petit cadeau. Si t'as pas encore une horloge démarrée, c'est absolument génial. C'est une horloge qui est, au lieu d'être basée sur ce temps linéaire, bah effectivement, ça va te permettre de savoir en fait l'heure des marées. Donc dans combien d'heures et de temps sera la marée haute ou basse. C'est vraiment, y a rien de plus simple que ça. T'auras juste à suivre l'aiguille. Quand l'aiguille elle monte, la marée est montante, et lorsque l'aiguille descend, bah la marée est descendante. Fait que je suis sûre que tu vas accrocher à ça. Je te vais mettre ça dans ton salon là, puis tu vas pouvoir. C'est vraiment le fun. On a ça à la maison, en tout cas dans ma famille. Puis à chaque fois que je reviens en Bretagne, je me dis c'est fini. C'est comme le rapport espace-temps n'est plus le même. Puis tu l'as un peu nommé tout à l'heure. Tu sais le matin, cette connexion avec le soleil, puis en même temps la mer qui est vraiment glacée. Puis toi t'es comme ok, j'attends le bon moment pour quand la vague arrive. Puis oui, je trouve que on est là-dedans. On crée un autre rapport espace-temps et qui fait beaucoup de bien et qui rejoint vraiment le ici et maintenant de la pleine conscience, effectivement. Waouh! Merci pour ces beaux partages-là. Vraiment. Puis ça va vraiment être chouette de continuer de travailler avec toi, de collaborer avec toi, puis que les auditeurs puissent avoir et les auditrices puissent avoir la chance d'être accompagnés par ta belle expérience, Natacha, en tout cas. Ah, ben c'est avec plaisir. Merci de me rappeler ces différents moments de voyage que j'ai vécu, mais qui ont tellement été porteurs d'enseignements, de leçons de vie, puis qui, en effet, que j'aime beaucoup utiliser, c'est la nature, puis les symboles pour trouver des points de repère, pour créer des nouveaux référents, puis s'harmoniser avec eux parce que ça fait tellement du bien. Puis c'est comme, des fois, on l'a pas appris ou on n'ose pas, mais une fois qu'on baigne dedans, on réalise tous les bienfaits puis ça nous apaise naturellement.
Ah oui, vraiment. Puis pour conclure, Natacha, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite intégrer justement la pleine conscience ou le yoga dans sa routine de santé mentale, par exemple? Mais d'abord, le matin, de juste commencer par prendre une bonne grande respiration en se levant, de se connecter à soi, donc à son corps, de juste reconnaître comment que c'est déjà grandiose d'être là, d'être vivant, de respirer, de sentir son souffle dans le corps. On pourrait dire c'est ça, de se connecter à son corps, ses cellules. Puis, idéalement, c'est ça, c'est de se lever avec le soleil, mais est-ce que je le fais tout le temps? Non. Donc, est-ce que je le recommande de le faire tout le temps? Pas plus. Mais je vois quand même le bénéfice de se lever et de tout de suite se connecter au soleil quand il est présent, mais même quand il n'est pas présent, de se rappeler la luminosité, tu sais, que le soleil est derrière les nuages et qu'il peut nous apporter une grande énergie, qui nous met en action, qui nous apporte aussi une douceur, parce qu'on a parlé du soleil du matin, mais le soleil, tu sais, le golden hour. Hier, j'ai eu la chance d'aller au bord de l'eau, au fleuve à Boucherville, puis juste avec le golden hour, là, le soleil qui me disait « Ah, tu te mets tout de suite en état de méditation, c'est comme doux et bon pour l'âme. » Donc, d'avoir ces petits moments-là dans son quotidien qui sont des méditations naturelles, en pleine conscience, sans forcer, sans avoir à s'asseoir nécessairement sur un coussin, mais juste de prendre conscience de son souffle, prendre conscience le soleil, la lune peut-être même, elle est où? C'est ça. Ouais. Encore une fois, en pleine conscience, se relier à la nature. Je dirais la belle invitation de Natacha. Et Natacha, j'ai envie de dire merci pour ce beau partage. Moi, j'inviterais les auditeurs et les auditrices à te suivre sur tes réseaux. Peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, sur quel réseau on peut te trouver, pour qu'on puisse s'intéresser à tes projets. Je sais que je t'ai vu dernièrement aussi à Halifax, entre autres, je pense en lien avec l'ergothérapie et le yoga. Puis, de toute façon, vous retrouverez aussi Natacha à partir de septembre sur le programme Résonance. Mais c'est ça, oui. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre tes belles activités? Oui, bien sur Instagram, Natacha Dumont-Carey. Sur LinkedIn également, j'essaie d'être un peu présente, mais dans les deux cas, en fait, sur les réseaux sociaux, ça dépend de mon énergie puis du temps que je peux y mettre et des projets. Mais dans tous les cas, vous pouvez connecter avec moi puis m'écrire en message privé. Ça va me faire plaisir. Et sinon aussi, sur mon site internet, natachadumontcarey.ca, qu'il y a toutes les informations sur les accompagnements que je fais. Mais là, avec Résonance, ça va être tellement un beau nouveau projet dans lequel je vais pouvoir y mettre ma touche, puis justement partager comment cette connexion-là à la nature nous ramène à soi, à nous-mêmes, puis nous fait du bien. Donc, voilà. Ah, wow! Puis en plus, oui, il y a Résonance, mais il y a surtout un très beau événement qui s'en vient pour toi, hein, un événement clairement transformateur, là, dans peu de temps. Natacha va devenir maman. Fait que on te souhaite beaucoup de bonheur dans ce qui s'en vient. Donne-nous des nouvelles, ça va être sympathique de te retrouver transformée, en fait. Puis on va accueillir le ou la petite, puisque c'est ça, on garde la surprise. En fait, on est 5 collaboratrices sur le programme, mais avec un mini en plus, qui d'ici septembre sera arrivé. Fait que prends bien soin de toi. Très heureuse de t'avoir eu aujourd'hui sur le podcast Résonance, puis donc d'avoir pu créer des résonances entre la nature, ta pratique d'ergothérapie et les expertises que tu t'es ajoutées. Je te souhaite beaucoup de bonheur, Natacha. Fait que à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si notre conversation vous a inspiré ou apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire, un avis ou même quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Recommandez notre podcast à vos amis ou à quiconque pourrait bénéficier de nos discussions.
Votre soutien nous permet de continuer à explorer des résonances qui enrichissent la discussion autour de la santé mentale. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. À très bientôt!